Histoire. La légende de Thorgunna. Un navire islandais hivernait par hasard dans un havre près de Helgafels. Parmi les passagers se trouvait une femme nommée Thorgunna, originaire des Hébrides, qui, selon les marins, possédait des vêtements et des meubles de maison d'une mode surpassant de loin ceux utilisés en Islande. Thurida, sœur du pontife Snorro et épouse de Thorod, femme vaniteuse et cupide, attirée par ces bruits, fit une visite à l'étranger, mais ne put la décider à montrer ses trésors. Persistant cependant dans ses recherches, elle pressa Thorgunna de s'installer chez Thorod. L'Hébridienne acquiesça à contre-cœur, mais ajouta que, comme elle pouvait travailler à tous les genres habituels d'industrie domestique, elle comptait de cette manière pour s'acquitter de l'obligation qui lui incombait envers la famille, sans donner aucune partie de ses biens en récompense de son logement. Alors que Thurida continuait de faire valoir sa demande, Thorgunna l'accompagna à Froda, la maison de Thorod, où les marins déposèrent un énorme coffre et une armoire contenant les biens de son nouvel hôte, que Thurida regardait avec des yeux curieux et convoités. Dès qu'ils eurent indiqué à Thorgunna la place assignée à son lit, elle ouvrit le coffre et en sortit un couvre-lit brodé, un ensemble si splendide et complet de tentures en tapisserie, et des meubles de lit en lin anglaise entrelacés de soie, comme on n'en avait jamais vu en Islande. « Vendez-moi, dit la cupide matrone, ce beau meuble de lit. »« Crois-moi, répondit Thorgunna, je ne m'allongerai pas sur de la paille pour nourrir ta pompe et ta vanité. » Une réponse qui déplut tellement à Thurida qu'elle ne réitéra plus jamais sa demande. Thorgunna, au caractère de laquelle les événements ultérieurs ont ajouté quelque chose d'une solennité mystique, est décrite comme étant une femme d'apparence grande et majestueuse, au teint foncé et ayant une profusion de cheveux noirs. Elle était avancée en âge, assidue aux travaux des champs et du métier à tisser, un fidèle serviteur du culte divin, grave, silencieux et solennel dans la société domestique. Elle avait peu de relations sexuelles avec la maison de Thorod et montrait une aversion particulière envers deux de ses résidents. C'était Thoreur, qui, ayant perdu une jambe dans l'escarmouche entre Thorbjorn et Thorarin le Noir, s'appelait Thoreur Widulgr, jambe de bois, à cause du substitut qu'il avait adopté, et sa femme, Thorgrimma, appelée Galdrakina, méchante sorcière, en raison de sa prétendue compétence en matière d'enchantement. Kjartan, le fils de Thurida, un garçon très prometteur, était la seule personne de la maison à laquelle Thorgunna montrait beaucoup d'affection. Et elle était parfois très contrariée lorsque la pétulance enfantine du garçon rendait indifférente sa bonté. Après que cette mystérieuse étrangère ait habité à Froda pendant un certain temps, et alors qu'elle travaillait dans le champ de foin avec d'autres membres de la famille, un nuage soudain venant de la montagne du nord fit prévoir à Thorod une forte averse. Il ordonna aussitôt aux faucheurs d'entasser en meule la quantité que chacun s'était occupé de tourner au vent. On se souvint ensuite que Thorgunna n'entassait pas sa part, mais la laissait étaler sur le champ. Le nuage s'approcha avec une grande célérité et s'enfonça si lourdement autour de la ferme, qu'il était à peine possible de voir au-delà des limites du champ. Une forte averse tomba ensuite, et dès que les nuages se dissipèrent et que le soleil brillait, on remarqua qu'il avait plu du sang. Ce qui tombait sur les meules des autres ouvriers se tarit bientôt, mais ce sur quoi Thorgunna avait travaillé restait humide de sang. La malheureuse Hébridienne, consternée par ce présage, se dirigea vers son lit et fut prise d'une maladie mortelle. À l'approche de la mort, elle appela Thorod, son propriétaire,
et lui confia la disposition de ses biens et de ses effets. Que mon corps, dit-elle, soit transporté à Skálholt, car mon esprit présage que dans cet endroit sera fondée l'église la plus distinguée de cette île. Que mon anneau d'or soit donné aux prêtres qui célébreront mes obsèques, et indemnise-toi des frais funéraires sur mes effets restants. À ta femme je lègue mon manteau de pourpre, afin que, par ce sacrifice à son avarice, je puisse m'assurer le droit de disposer à mon gré du reste de mes effets. Mais pour mon lit, avec ses couvertures, ses tentures et ses meubles, je vous prie qu'ils soient tous livrés aux flammes. Je ne le désire pas parce que j'envie à quiconque la possession de ces choses après ma mort, mais parce que je souhaite ces maux à éviter dont je prévois clairement qu'ils se produiront si ma volonté est modifiée le moins du monde. Thorodd promit fidèlement d'exécuter ce testament extraordinaire de la manière la plus exacte. En conséquence, dès que Thorgunna fut morte, son fidèle exécuteur testamentaire prépara un bûcher pour brûler son magnifique lit. Thurida entra et apprit avec colère et étonnement le but de ces préparatifs. Aux remontrances de son mari, elle répondit que les menaces de danger futurs n'étaient causées que par l'envie égoïste de Thorgunna, qui ne souhaitait pas que quiconque puisse jouir de ses trésors après son décès. Puis, trouvant Thorodd inaccessible à la discussion, elle eut recours à des caresses et à des flatteries, et finit par lui extorquer la permission de séparer du reste du mobilier de lit les rideaux de tapisserie et le couvercle. Le reste fut jeté aux flammes, par obéissance à la volonté du testateur. Le corps de Thorgunna, enveloppé dans du linge neuf et placé dans un cercueil, devait ensuite être transporté à travers les précipices et les marécages de l'Islande jusqu'au district éloigné qu'elle avait désigné pour lieu de sépulture. Un incident remarquable s'est produit en chemin. Les transporteurs du corps arrivèrent tard dans la soirée, fatigués et trempés de pluie, dans une maison appelée Netherness, où l'hospitalité avare du propriétaire ne leur laissait qu'une chambre, sans aucune provision de nourriture ni de combustible. Mais dès qu'ils entrèrent, un bruit inhabituel se fit entendre dans la cuisine du manoir, et la silhouette d'une femme, bientôt reconnue pour être la défunte Thorgunna, fut vue occupée à préparer des provisions. Leur propriétaire inhospitalier, mis au courant de cette effrayante circonstance, accepta volontiers de fournir tous les rafraîchissements nécessaires, sur quoi la vision disparut instantanément. L'apparition étant devenue publique, ils n'eurent aucune raison de demander l'hospitalité à 2 reprises pendant leur voyage, et ils arrivèrent à Skálholt, où Thorgunna, avec toutes les cérémonies religieuses dues, fut déposée tranquillement dans la tombe. Mais les conséquences de la rupture de son testament furent sévèrement ressenties à Froda. La demeure de Froda était une structure simple et patriarcale, construite selon la mode utilisée par les riches Islandais. Les appartements étaient très grands, et une partie barricadée contenait les lits de la famille. De chaque côté se trouvait une sorte de magasin, dont l'un contenait de la farine, l'autre du poisson séché. Tous les soirs, de grands feux étaient allumés dans cet appartement pour préparer les provisions. Et les domestiques de la famille restaient habituellement assis autour d'eux pendant un temps considérable, jusqu'à ce que le souper soit préparé. La nuit où les conducteurs des funérailles de Thorgunna revinrent à Froda, apparut, visible par tous ceux qui étaient présents, un météore, ou apparition spectrale, ressemblant à une demi-lune, qui glissa autour des murs de planches du manoir dans une direction opposée à celle de Froda. La course du soleil, et continua à accomplir ses révolutions jusqu'à ce que les domestiques se retirèrent pour se reposer.
Cette apparition se renouvelait chaque nuit pendant une semaine entière, et était prononcée par Thorer avec la jambe de bois pour présager la peste ou la mortalité. Peu de temps après, un berger montra des signes d'aliénation mentale et donna diverses indications selon lesquelles il avait subi la persécution de démons maléfiques. Cet homme fut retrouvé mort dans son lit un matin, et commença alors une scène de vision de fantômes inouïs dans les annales de la superstition. La première victime fut Thorer, qui avait présagé le malheur. En sortant un soir, il fut aux prises avec le spectre du berger décédé alors qu'il tentait de rentrer dans la maison. Sa jambe de bois ne lui fut pas d'une grande utilité dans une telle rencontre. Il fut jeté à terre et si terriblement battu qu'il mourut des suites de ses contusions. Thorer fut à peine mort que son fantôme s'associa à celui du berger et se joignit à lui pour poursuivre et attaquer les habitants de Froda. Entre-temps, une maladie contagieuse se répandit rapidement parmi eux, et plusieurs des esclaves moururent les uns après les autres. D'étranges présages furent aperçus à l'intérieur des portes, la farine fut déplacée et mélangée, et le poisson séché fut jeté partout de la manière la plus alarmante, sans aucun agent visible. Enfin, pendant que les domestiques formaient leur cercle du soir autour du feu, on vit un spectre, ressemblant à une tête de poisson phoque, sortir du pavé de la chambre, baissant ses yeux ronds et noirs pleins sur la tapisserie du lit. Rideau de Torghuna. Quelques domestiques se hasardèrent à frapper cette figure, mais, loin de céder, elle se dressa plutôt plus loin du sol, jusqu'à ce que Kiartan, qui semblait avoir une prédominance naturelle sur ces prodiges surnaturels, saisissant un énorme marteau de forge, frappa le seau à plusieurs reprises sur la tête, et la força à disparaître, la forçant à s'enfoncer dans le sol, comme s'il avait enfoncé un pieu dans la terre. Ce prodige annonçait une nouvelle calamité. Thorod, le maître de la famille, était parti quelque temps auparavant en voyage pour rapporter chez lui une cargaison de poissons séchés. Mais en traversant la rivière Enna, le canot fut perdu et il périt avec les serviteurs qui le servaient. Une fête funéraire solennelle a eu lieu à Froda. À la mémoire du défunt, lorsque, au grand étonnement des invités, l'apparition de Thorod et de ses disciples ont semblé entrer dans l'appartement dégoulinant d'eau. Pourtant, cette vision provoqua moins d'horreur qu'on aurait pu s'y attendre, car les Islandais, bien que nominalement chrétiens, conservaient, entre autres superstitions païennes, la croyance que les spectres des noyés qui avaient été favorablement accueillis par la déesse Rana avaient l'habitude de se montrer. À leur fête funéraire, ils virent donc, avec un certain sang-froid, Thorod et ses serviteurs dégoulinants s'installer près du feu, d'où tous les invités mortels se retirèrent pour leur faire de la place. On supposait que cette apparition ne se reproduirait pas après la conclusion du festival. Mais leurs espoirs furent si déçus que, aussitôt que les invités en deuil furent partis, les feux étant allumés, Thorod et ses camarades marchèrent d'un côté, trempés comme auparavant d'eau. De l'autre, Thorer entra, à la tête de tous ceux qui étaient morts dans la peste et qui paraissaient couverts de poussière. Les deux parties s'emparèrent des sièges près du feu, tandis que les domestiques à moitié gelés et terrifiés passèrent la nuit sans lumière ni chaleur. Le même phénomène se produisit la nuit suivante, bien que les feux eussent été allumés dans une maison séparée, et finalement Kiartan fut obligé d'arranger les choses avec les spectres en allumant un grand feu pour eux dans l'appartement principal, et un autre pour la famille et les fantômes domestiques dans une cabane séparée. Ce prodige se poursuivit pendant toute la fête de Jol. D'autres présages arrivaient également à effrayer cette famille dévouée.
la maladie contagieuse éclatait de nouveau, et quand quelqu'un y consentait, son spectre était sûr de rejoindre la troupe des persécuteurs, qui possédait désormais presque pleine possession du manoir de Froda. Thorgrima Galdrekina, épouse de Thoreur, fut une de ses victimes, et, en bref, sur 30 serviteurs appartenant à la maison, 18 moururent, et 5 s'enfuirent par peur des apparitions, de sorte qu'il n'en resta que 7 au service de Kiartan. Kiartan eut alors recours au conseil de son oncle maternel Snorro, à la suite duquel, ce qui surprendra peut-être le lecteur, des mesures judiciaires furent instituées contre les spectres. Un prêtre chrétien était cependant associé à Tordo Kausa, fils de Snorro, et à Kiartan, pour superviser et sanctifier les débats. Les habitants étaient régulièrement convoqués pour assister à l'enquête, comme dans une cause entre homme à homme, et l'assemblée se constituait devant la porte du manoir, au moment même où les spectres avaient pris leur place habituelle près du feu. Kiartan osa hardiment s'approcher d'eux, et, arrachant un tison du feu, il ordonna d'emporter hors des portes la tapisserie appartenant à Thorgunna, y mit le feu et la réduisit en cendres avec tous les autres ornements de son lit, ce qui avait été si inconsidérément préservé à la demande de Thurida. Un tribunal étant alors constitué avec les solennités légales habituelles, une accusation fut portée par Kiartan contre Thoreur à la jambe de bois, par Tordo Kausa contre Thorod, et par d'autres choisis comme accusateurs contre les spectres individuels présents, les accusant d'avoir agressé le manoir, et introduisant la mort et la maladie parmi ses habitants. Tous les rites solennels de la procédure judiciaire furent observés en cette singulière occasion. Des preuves ont été présentées, des accusations portées et la cause a été formellement tranchée. Il ne semble pas que les fantômes se soient mis en défense, de sorte que la sentence d'expulsion a été prononcée contre eux individuellement en bonne et due forme. Lorsque Thoreur entendit le jugement, il se leva et dit : « J'ai siégé pendant qu'il m'était permis de le faire, quitta l'appartement par la porte opposée à celle où l'assemblée judiciaire était constituée. Chacun des spectres, en entendant sa phrase individuelle, quitta les lieux, disant quelque chose qui indiquait son refus de partir, jusqu'à ce que Thorod lui-même soit solennellement appelé à partir. Nous n'avons plus ici, dit-il, une demeure paisible, nous allons donc la retirer. Kiartan entra alors dans la salle avec ses partisans, et le prêtre, avec de l'eau bénite et la célébration d'une messe solennelle, acheva la conquête des Gobelins, qui avait été commencée par le pouvoir et l'autorité de la loi islandaise. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.